Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette émission de la JCI. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis toujours Dorian, responsable communication chez Prisma Communication, agence de communication située sur Saint-Avertin. Et je suis en compagnie de mes deux compères, Thierry Fusalba, que je laisse se présenter rapidement. Toujours Thierry Fusalba, toujours directeur de l'agence C4, conseiller en communication de crise, intervenant à Tours, adjoint à la culture et à la communication de la mairie de Draché. Et en plus, dans la continuité, je suis venu habillé exactement comme hier soir. Comme ça... La magie du direct. Ça fait du direct. C'est ça. Et de l'autre côté, j'ai la joie d'avoir Gustavo Gomez-Mejia. Bonjour. Oui, bonjour. Toi aussi, Gustavo, t'es venu comme hier. Gustavo Gomez-Mejia, maître de conférences et de visioconférences en sciences de l'information et de la communication. À l'IUT de Tours. À l'IUT de Tours. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit travail, un atelier ensemble autour de la stratégie de communication, en lien toujours avec le sujet des JCI de cette année, à savoir URL vs IRL. Pour rappel, URL, ça va être tout ce qui va être digital, et IRL, tout ce qui est présence physique. Quand on parle d'IRL, c'est in real life. Voilà. Alors, le sujet que nous impose aujourd'hui pour travailler, le voici. Nous sommes un groupe, un service communication, et une bibliothèque municipale nous fait confiance afin d'adopter une nouvelle stratégie pour conquérir un nouveau public. Attention, il ne faut tout de même pas perdre le public actuel, qui est en fait un public très jeune et très âgé. Donc aujourd'hui, on a des tranches d'âge qui sont très éparses, mais au milieu, on n'a pas grand-chose. On va se poser la question de quels outils, quels supports de communication utiliser, et ça répondra à la problématique IRL vs URL. Et voilà, désolé, j'ai eu un petit blanc. Et donc l'objectif, ça va être d'intéresser un maximum la population, et donc d'adopter une stratégie qui va correspondre aussi à nos valeurs en tant que bibliothèque municipale. Quelle est la première étape à faire pour ce petit atelier ? Gustavo, tu veux que... Vas-y. De mon point de vue, peut-être que nous devons commencer avec une interrogation du brief qui nous est proposé. On est une bibliothèque municipale et si on s'est approprié ce qu'on nous demande de faire, c'est de travailler sur une forme d'attractivité et de diversification des publics. Donc, déjà, pour recadrer la commande qui est passée, on a ces deux mots-clés, attractivité et diversification des publics. Donc, si on est d'accord avec cette reformulation, cette réappropriation du cas qui nous est proposé, moi, j'aurais tendance quand même à douter un petit peu de cet impératif d'attractivité. Il ne faudrait pas que sous l'emprise de cet objectif qui est d'ailleurs assez répandu, il n'y a pas que des institutions culturelles qui rêvent d'attractivité, ça devient une sorte d'horizon conventionnel des actions de communication. Il ne faudrait pas qu'au nom de l'attractivité, on dénature ou on aliène les publics acquis. Donc déjà, je soumettrai à votre considération donc, cette reformulation et cette mise en garde. Thierry, sur ce... Alors, si moi j'ai bien compris la problématique, parce que il faut toujours se poser la question, comme le maréchal Joffre, de quoi s'agit-il ? Donc, c'est une bibliothèque municipale d'une ville moyenne, c'est ça ? Oui, d'accord. On va dire 100 000 En fait, habitants. ils ont un public qui est déjà très jeune et un public qui est âgé. Exactement. Donc moi, j'en tire une première déduction. Je dis que c'est un public qui a probablement plus de temps pour être physiquement présent, les personnes âgées étant à la retraite et les jeunes ayant plus de possibilités pour se rendre sur place. Donc ça veut dire, moi je me trompe peut-être, mais j'en tire la déduction suivante qu'ils ont probablement orienté leur communication sur du print et sur des choses, pas vraiment sur le numérique, parce que la population qui cherche à toucher, c'est une population active. Donc c'est une population qui ne peut pas physiquement se rendre présent dans la bibliothèque aussi souvent que les aînés et les jeunes. Et
par conséquent, ça me donne déjà une orientation sur, alors peut-être pas la stratégie, mais sur un des modes d'action qui consisterait à faire le point de leurs différents outils de médiation. Est-ce qu'ils sont numériques ou pas, et de voir s'il n'y a pas justement un déficit du côté des outils de médiation numérique. Voilà. Mais c'est une première idée que je lance. S'ils touchent deux publics qui sont situés aux extrêmes on va dire, de la vie humaine, et qu'au milieu la population active n'est pas touchée, c'est que probablement ils n'ont pas les outils pour la toucher. Alors, en effet, il y a pas mal de personnes retraitées qui sont inscrites dans les fichiers de cette bibliothèque-là, et également les enfants qui vont soit avec leurs grands-parents le mercredi, soit avec leurs parents le samedi. Donc, en effet, ou avec l'école, j'imagine. Après, ou avec l'école. Mais c'est vu qu'il y a 2 écoles dans la ville, 2 écoles primaires. D'accord. Donc voilà, c'est pas non plus... les écoles sont quand même limitées. En revanche, il n'y a pas forcément beaucoup de print, en fait. Ils communiquent très peu sur la bibliothèque médiathèque en elle-même. En fait, ils reposent vraiment sur le nom, leur nom... sur leur image d'institution, mais il y a quand même très peu de communication, et notamment, ils oublient totalement tout ce qui va être communication culturelle, tous les événements culturels qu'ils peuvent proposer, etc. Ça, il n'y a pas de communication pour l'instant. D'accord. Voilà. Mais moi, de prime abord comme ça, s'ils veulent s'attirer et fidéliser une clientèle qui n'a pas la possibilité de se rendre physiquement sur place, j'opterais plutôt pour une stratégie d'outils de médiation numérique. Gustavo, sur cette proposition de Thierry, des avis? Dans ce que vous évoquez, il me semble que le cas de figure correspond à ce qu'on observe déjà, c'est-à-dire des bibliothèques qui ne sont plus seulement des lieux de préservation ou d'accès à la culture, pour le dire de manière large, mais qui deviennent des lieux, des acteurs culturels à part entière, qui doivent inventer des compétences, des médiations, d'accueil événementiel. Donc ça correspondrait bien aussi à des publics jeunes ou plus âgés. Et l'enjeu se déplace donc du côté des médiations numériques, effectivement, qu'on peut, à mon avis, là aussi diversifier. C'est-à-dire que on voit bien comment une médiation numérique peut accompagner un événement ou une animation qui aurait lieu dans une bibliothèque. Ce serait la forme presque invitation à un événement, avec les infos, l'annonce assez classique qui circulerait. Et il faut alors inventer d'autres médiations numériques pour essayer de capter d'autres publics. Pour être bien clair pour les gens qui nous écoutent, la médiation numérique, c'est une démarche un peu hybride. C'est 3 choses. C'est de la communication, c'est de la mise en valeur des contenus et c'est de la relation client. Donc c'est ces 3 aspects qu'il faut traiter. Et avant d'imaginer des supports et des solutions comme ça, moi je pense que la première priorité de cette bibliothèque médiathèque finalement, ça serait de créer une identité numérique, voilà, de créer ce qu'on appelle un narratif et d'animer par la suite la communauté en ligne. Voilà. Donc il y a un véritable travail de fond à faire. Sur la communication numérique, il y avait pareil, pas grand-chose à signaler. Un site internet très vieillissant qui a été créé il y a plus de 10 ans, et sur les réseaux sociaux, une page Facebook uniquement avec moins de 100 personnes qui likent la page. Voilà, ça c'est les infos techniques sur le numérique, sachant qu'aujourd'hui, pas de chargé de communication dans la mairie, donc ce sont les bibliothécaires en eux-mêmes. Une page Facebook, c'est déjà un bon début. Moi, je parle sous le contrôle de Gustavo, mais tout dépend de ce qu'on met dedans, parce que quand vous prenez la page Facebook de la bibliothèque François Mitterrand, par exemple, vous trouvez des infos pratiques, des services, des sondages, la présentation de l'équipe, la vie culturelle locale, la vie artistique. Vous trouvez beaucoup de choses. Donc, une page Facebook bien affûtée, bien faite, c'est déjà... on peut partir de l'existant, sans oublier... Surtout que j'imagine qu'il doit y avoir aussi... pas une mentalité, mais c'est difficile de faire switcher les gens d'une communication numérique traditionnelle vers une communication un petit peu nouvelle, quoi. Donc Facebook, ça peut être le bon point de départ pour justement moderniser cette communication.
Et là, on touche la population aussi qui veulent toucher. Et les trois d'ailleurs, parce que les jeunes, les anciens et les gens adultes vont sur Facebook. Gustavo, vous voulez réagir là-dessus? Oui, souvent on pense la médiation numérique à partir de la mise en place d'outils, c'est-à-dire que les acteurs culturels ou autres imitent des pratiques professionnelles et découvrent un peu sur le tas les enjeux de ces médiations. Pour une bibliothèque, ce que je trouve assez intéressant, c'est de voir qu'il y a des valeurs communes avec les manières d'imaginer Internet, c'est-à-dire qu'il y a l'accessibilité, l'universalité, la communauté, la gratuité, qui pourraient être des éléments en commun entre les positionnements d'une bibliothèque et les valeurs des réseaux, les valeurs d'Internet. Et je pense que ce que la bibliothèque pourrait peut-être ajouter comme horizon pour approfondir cette communication numérique sur une plateforme comme Facebook ou sur d'autres plateformes, ce serait peut-être essayer de penser à des contenus et des gestions relationnelles, ce que Thierry a dit, cette relation au public, pour faire en sorte qu'on ait de l'hospitalité. Mais c'est un défi des communications, de dire... Créer une identité numérique. Et se dire, pourquoi pas, notre narratif, c'est ça que tu as dit, Thierry, notre horizon narratif ou les valeurs qu'on veut incarner, pourquoi pas peut-être viser une forme d'hospitalité. Après, c'est plus un horizon pour essayer de coordonner nos actions et de dire, c'est un positionnement. On va essayer de véhiculer ou d'incarner une certaine forme d'hospitalité à travers ces médiations numériques. Cette identité numérique peut prendre la forme d'un avatar. On parlait tout à l'heure des petits personnages, hein. Vous avez la bibliothèque de Metz, je crois, vous avez Miss Media, et c'est un petit personnage qui vous guide sur la visite de l'ensemble du site, et c'est très très bien fait. Donc créer une identité numérique permet d'animer une communauté. Je n'ai pas cité tout à l'heure dans les exemples aussi les interactions avec les usagers, hein. Les sondages, les quiz, l'annonce de portes ouvertes, les réponses aux questions et aux commentaires, tout ça, je pense que si cette bibliothèque-là, qui a déjà Facebook, commençait par dépoussiérer un peu son Facebook 1.0 et le faire monter un petit peu en gamme, déjà, elle gagnerait beaucoup. Moi, je parle je vais vous donner un exemple. Dans la petite mairie où je suis, on a créé un compte Facebook. Je ne sais pas que le maire y était forcément emballé au début, mais ça a pu surprendre. Et en un mois de temps, on a eu plus de 800 abonnés. 800 abonnés. Des gens qui sont hyper actifs et qui envoient des choses et qui posent des questions et qui attendent des réponses, quoi. Donc si un petit village de 780 âmes a réussi à faire un compte Facebook avec 800 abonnés, je pense qu'une bibliothèque d'une ville moyenne doit pouvoir monter le niveau de son Facebook. Oui. Après, il y a d'autres choses, hein. Vous avez Twitter, vous pouvez utiliser Twitter. La bibliothèque de Bagnolet, par exemple, elle a un Twitter. Bon, elle communique par Twitter, pourquoi pas. Bon. Vous avez la bibliothèque de Perpignan, elle communique par Calaméo. Bon, c'est un autre choix. Après, il y a des tas de possibilités. Hein. Oui, et il y a la piste aussi peut-être de valoriser le personnel des bibliothèques. En fait, c'est-à-dire que la communication digitale, elle est souvent régie par un pacte où on sait qu'il y a des community managers, mais ils prêtent leur voix à une organisation. Parfois, ils signent, parfois, ils sont vraiment anonymes. Mais dans les cas d'une communication au nom d'une bibliothèque, on peut parfois se permettre d'incarner ces figures du bibliothécaire qui sont des personnes qui... On peut présenter l'équipe. Exactement, donc il y a toute une communication. La bibliothèque François Mitterrand, où on vous présente l'équipe. Vous avez des bibliothèques qui utilisent YouTube aussi. Oui. Vous avez la bibliothèque de New York qui utilise YouTube et qui qui propose des projets collaboratifs. Justement, on parlera de YouTube dans un second temps, puisque c'était une demande de leur part de développer la vidéo à proprement parler. Je suis allé trop vite. Alors Pinterest, vous voulez Pinterest? Au vu des conditions sanitaires, les événements culturels sont limités, et donc ils voudraient développer des événements sur YouTube culturels, mais du coup on pourra en parler après. Donc sur le côté contenu,
donc les réseaux sociaux, donc principalement Facebook et Twitter. Là où il faut veiller quand même à faire attention, c'est au niveau de Twitter, puisque Twitter, ça reste quand même un média de l'instant. Peut-être plutôt, alors là c'est mon avis pour le coup en tant qu'ancien étudiant comme institutionnel, j'aurais tendance à la place de Twitter à leur proposer Instagram qui permet justement de communiquer, de véhiculer par l'image, et une médiathèque c'est principalement de Pinterest. l'image. Alors oui. La question... Oui, Non, c'est mais que je Twitter, regarde. Twitter, ce que je veux dire, c'est que Twitter, vous avez raison, se communique dans l'instant, mais quand vous annoncez une information urgente, alors peut-être qu'une bibliothèque, c'est pas aussi important. Moi, je prends toujours l'exemple de la mairie. Nous, on s'est inscrit, en plus du Facebook, sur Panneau Pocket. Et Panneau Pocket, ça ressemble à un panneau d'affichage. Vous y inscrivez dessus et vous faites passer des infos en temps réel. D'accord. Donc, en complément, plus tard, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est moins important pour une bibliothèque qui travaille plutôt dans la longueur. Mais pour les images, oui, bien sûr, pour présenter les nouvelles collections, pour présenter les rentrées littéraires, pourquoi pas. Oui. Moi, je vois un usage aussi intéressant si on garde en tête que ce qu'on cherche à connoter ou à incarner, c'est une valeur d'hospitalité pour attirer de nouveaux publics, puisque c'est l'objet du cas présent. Du côté de Facebook, on était parti sur incarner, par exemple, au-delà du degré zéro, qui serait les infos pratiques de la bibliothèque. Un niveau de montée en gamme relationnelle serait d'introduire la figure du bibliothécaire comme quelqu'un qui prend la parole, qui partage ses goûts, ses spécialités, donc qui est un acteur relationnel présent à l'esprit du public. Et quand vous proposez d'aller sur Instagram, c'est plutôt une autre dimension du travail des bibliothèques qui s'active, qui est plutôt la valorisation patrimoniale, C'est ça, la mise qui en est valeur l'autre du patrimoine. dimension Oui, classique du travail. Absolument. Et donc, on bascule beaucoup plus dans une découverte des pépites, une esthétisation aussi des fonds, un travail d'écuration de ce qu'on peut trouver dans la bibliothèque. Et il me semble que ça demande des compétences un peu différentes et un travail sur les codes. Quand on croise, par exemple, l'objet livre plus Instagram, on aboutit à des imaginaires de type book porn ou bookstagram, des choses qui sont assez en vogue en ce moment, et que pourtant, on associe peu au compte d'une bibliothèque. Comme s'il y avait un gap entre les pratiques. Après, c'est que du coup, comme ça avait été souligné dans le cas pratique, il y avait donc très âgés, très jeunes, mais pas donc d'adolescents ou de jeunes adultes. L'intérêt de proposer Instagram ou une autre plateforme, après, ça peut être autre chose, mais Facebook reste quand même aujourd'hui pour les plus de 25 ans. En gros, on est sur du 25-45 ans. Oui, ça marche bien. En moyenne. Mais la cible adolescents, jeunes adultes, n'est que très peu touchée par Facebook. Mais Instagram, je crois que le coefficient chez les hommes n'est pas très important. Chez les hommes Chez les jeunes. Ah, chez les jeunes. Chez Pinterest, hein, c'est plutôt ce genre de... Donc après... C'est ce genre de truc. Mais c'est pas le but, hein, parce que c'est la partie centrale qu'ils essayent de... Ouais, bah après, ils aimeraient quand même récupérer quand même quelques jeunes adultes. Eh ben la vidéo... Donc ouais, on leur conseillera plutôt le YouTube. Donc sur Facebook, j'avais d'autres choses à voir avec vous, à préconiser à la mairie. Vous n'êtes pas en train de nous faire travailler sur un projet non, c'est pour mon agence. de En pub, fait, je ne l'ai pas dit, mais c'est ça. Ah ouais, d'accord. On est en train de travailler pour lui. C'est ça. En fait, je vous vais enverrai pas vous ma le dire. facture. Sur la question donc des réseaux sociaux, on a parlé donc de l'institution médiathèque ou bibliothèque avec pourquoi pas l'instauration d'un persona qui représente l'idée. Ce qui avait été préconisé en amont, c'était du coup de mettre le logo de la bibliothèque en présent, enfin on voit bien le logo de la bibliothèque parce qu'avant c'était juste une photo de la bibliothèque. Ouais. Donc ça a été changé. Donc créer un logo. Créer un logo qui avait déjà été bien. fait par le service de la mairie. Ah. Donc ça c'était C'est ce qu'on a fait aussi, vous voyez. On a ben. créé un nouveau logo. Voilà, donc les logos donc pour les avec un slogan. pour les médiathèques et les bibliothèques qui nous écoutent, pensez à un logo et à un slogan. Exactement. C'est important. Et on allait arriver sur la vidéo et on a commencé à parler de YouTube avec vous Thierry.
Oui, alors vous avez quand même oublié quelque chose. On a parlé du site internet qui existe et qui est un peu obsolète comme à chaque fois. Et effectivement, il faut le reprendre. Je reprends toujours l'exemple de ma mairie. Nous, on va le reprendre cette année parce que ça reste quand même une des premiers supports numériques vers lesquels la majorité du public va. Donc, si je synthétise, remonter le Facebook, le dépoussiérer, restructurer un peu le site internet, créer une identité numérique avec un logo, vous avez parlé d'un logo, un slogan, etc. etc. Et puis mettre en place des outils de médiation numérique dans des supports photos, des supports YouTube. Hein, vous avez la médiathèque Marguerite Yourcenar à Paris qui travaille avec YouTube et avec eMovie, pardon, j'avais un doute, et qui font créer à leur public des petits films de présentation, qui ont fait un film de présentation de leur équipe pédagogique, enfin de leur équipe sur place, et c'est très utile. Vous avez d'autres projets dans des bibliothèques, alors à l'étranger, celle de New York, j'en ai parlé, donc qui créent des projets culturels où on peut monter comme ça des petits films. Il faut vraiment créer un réseau social, updater ou améliorer une plateforme numérique, c'est bien, mais il faut la faire vivre. C'est très facile de faire vivre, mais elle devient rapidement obsolète avec la rapidité de l'information aujourd'hui, la faculté qu'ont les gens à zapper très rapidement, le nombre énorme de propositions qui existent, et puis ce désir de nouveauté sans cesse renouvelé chez les audiences. Donc je pense que cette médiathèque-là, le fait qu'elle ait pris du retard, ça peut ne pas être un inconvénient à condition qu'elle le comble d'un seul coup et qu'elle ne se contente pas de se remettre à jour, mais presque de prendre de l'avance. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà ce qu'on peut faire notamment sur les vidéos. Gustavo, sur la vidéo dans les médiathèques, etc., est-ce que vous avez pu observer des choses qui se font ailleurs ou dans les structures plutôt publiques de manière générale J'ai vu quelques usages des bibliothécaires qui essayent de se rapprocher de certains codes de booktubeurs en partageant des lectures ou en mettant en scène une certaine pratique de lecture. Et j'ai vu quelques expérimentations plus récentes liées à la crise sanitaire et au format, un format événementiel à distance, où des bibliothèques américaines, par exemple, deviennent des animatrices du tissu social, non pas dans une volonté d'animer la culture, d'initier des livres ou d'initier des objets culturels, mais d'accompagner des pratiques. Et donc, j'ai vu des bibliothèques américaines s'élancer dans des événements Zoom où on valorise certes des fonds documentaires de la bibliothèque, mais mis au service de l'animation d'une pratique sociale. Donc j'ai donné des exemples très concrets. Ça s'appelait un panel virtuel, par exemple, sur les tricots, par exemple, ou sur la calligraphie, ou sur des pratiques qui relèvent des hobbies de la population, mais qui peuvent avoir un intérêt dans un contexte pandémique, effectivement. Donc, à mon avis, il y a un horizon stratégique qui n'est pas éloigné de ce que Thierry évoquait à l'instant, de comment incorporer les dynamiques des communautés qui existent déjà dans un territoire et les associer à la bibliothèque. Donc, ce serait observer, dans un cas français sans doute, peut-être des tissus associatifs, des clubs de lecture ou des associations culturelles ou des pratiques artistiques, essayer de leur donner peut-être un showcase bibliothécaire. Ou c'est une manière aussi d'associer des publics qui ont, eux, déjà une dynamique communautaire. Oui. Vous avez des annonces aussi d'événements. Vous avez la Bibliothèque de Paris qui, sur Vimeo, a annoncé le Festival du MOC.
Vous avez effectivement les booktubes qui proposent parfois des formations aux clients, aux utilisateurs des médiathèques. Vous avez YouTube, eMovie, je l'ai cité, mais vous avez aussi d'autres plateformes comme SoundCloud qui mettent en ligne cette médiathèque pourrait utiliser pour mettre en ligne des conférences, par exemple, ou des concerts, ou des sélections de discothécaires, ce qu'on appelle les discothécaires. Donc, on l'a dit tout à l'heure, enfin, on l'a dit, pardon, hier dans la première partie de la table ronde, l'image et le son sont très présents sur les supports numériques et prennent parfois la place de l'écrit. Or, dans les bibliothèques, l'image qu'on a traditionnelle de la bibliothèque, c'est quand même l'écrit, c'est quand même le livre. Donc je pense que là, il y a une véritable complémentarité. Et complémentarité, c'est-à-dire que s'il y a bien, l'exemple d'ailleurs est assez judicieux, l'exemple de cas concret, parce que il y a vraiment un endroit où on voit qu'il n'y a pas d'opposition manichéenne entre le monde réel et le monde virtuel, entre la communication print et la communication numérique, c'est bien la bibliothèque qui, à la base, a pour fonctionnalité de regrouper des écrits et qui maintenant s'ouvre sur le numérique et a mesuré tout l'intérêt du numérique pour créer une identité numérique et faire connaître ses services, et ses contenus et ses collections. Donc, très bon exemple, bien choisi. Enfin, et si on se pose la question de manière encore plus lucide par rapport au numérique, on peut se demander aussi de la pertinence dans la communication d'une bibliothèque municipale de ne penser qu'à la portée territoriale de ces contenus, en fait. C'est-à-dire que on voit bien que les sphères numériques tendent dans une forme de déterritorialisation. Donc, à un moment donné, une bibliothèque municipale peut légitimement se poser la question quel est dans mon fonds patrimonial ou documentaire cet objet qui pourrait devenir un objet d'une archive virale. Qu'est-ce qui pourrait être viralisé aujourd'hui? Et c'est un peu comme une dynamique expérimentale de trouver dans ce qui fait l'intersection entre ce qu'on possède déjà à la bibliothèque et l'actualité ou les circuits établis de certains publics en ligne, quelque chose qui s'articule et qui fonctionnerait bien sur les réseaux, pour voir un peu comment un objet devient viral et valorisé, et par ricochet valorise la bibliothèque. Je reviens sur ce que Thierry disait tout à l'heure par rapport à au retard que certaines municipalités, que certaines médiathèques ont sur les YouTube, etc. Il y a un exemple qui est très très local puisqu'on est en direct de Tours, et la bibliothèque municipale de Tours est très en retard justement sur cette partie YouTube, et c'est depuis peu qu'ils développent vraiment leur YouTube et qu'ils font du contenu en fait. Et justement, le fait de dire on peut rattraper son retard si on diffuse du contenu régulièrement, c'est ce qu'est en train de faire Tours, et c'est ce que j'ai regardé un petit peu avant cette émission. Et ils ont vraiment une stratégie digitale où ils veulent vraiment ajouter un contenu supplémentaire sur leur YouTube. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut préconiser, c'est développer la vidéo. De toute façon, alors ça c'est des infos un peu plus globales, mais la vidéo aujourd'hui est le premier média consommé sur les réseaux sociaux. On va avoir plus tendance à s'arrêter sur une vidéo que sur une image fixe, donc de toute façon la vidéo est importante à développer. Est-ce que vous avez fait d'autres observations sur des bibliothèques de France et de Navarre, et qui pourraient nous permettre de conseiller ce client? Gustavo, peut-être? En voyant peut-être des pratiques des productions de contenus des bibliothèques sur les réseaux, on se rend compte d'une tendance peut-être à meuler les contenus qui proviennent. Ce sont des possibilités qui existent. Jusqu'où est-ce qu'on entend la voix de la bibliothèque ou du bibliothécaire, mais pourquoi pas aussi les voix des éditeurs? Des fois, on voit donc des partages ou des retweets ou des reprises des contenus qui émanent des éditeurs, ce qui pose la question de jusqu'où la bibliothèque a-t-elle vocation à faire la promotion des nouveautés éditoriales. Mais ça fait partie des dynamiques d'audience sur les plateformes. Jusqu'où aussi les contenus médiatiques
c'est-à-dire de l'actualité, viennent dialoguer directement avec ce que fait ou pas la bibliothèque dans ces plateformes. Et jusqu'où on prend en compte les lecteurs. Pour moi, c'est la question qui se pose, c'est-à-dire que est-ce que la bibliothèque va susciter des contenus des lecteurs? Est-ce qu'on va animer et prendre accueillir dans sa page des photos des lecteurs ou des retours animés par des hashtags? Ou est-ce qu'on va constituer aussi des communautés actives dans des opérations plus créatives? On a beaucoup parlé de la BNF, qui serait comme peut-être un exemple peut-être peu pertinent par rapport à la taille d'une bibliothèque moyenne, mais qui a déjà des dynamiques, puisqu'elle a les moyens d'instaurer. Et qui est sur YouTube. Et qui a surtout une dynamique très rodée d'exploitation des fonds de Gallica, la bibliothèque numérique, et qui appelle sa communauté les Gallicanautes, et qui fait parfois des animations fondées à base de remix, et qui utilise peut-être ces fonds iconographiques pour en faire, je ne sais pas, des fonds via Zoom. C'est-à-dire qu'on a une tendance potentielle aussi à développer une relation un peu de complicité créative avec certains publics. Mais bon, ça demande des moyens, mais c'est dans le registre des actions possibles d'une bibliothèque qui inviterait des usagers du territoire et d'ailleurs à remixer ou manipuler des objets culturels proposés. La BNF le fait souvent, soit avec des archives, soit aussi avec des applications nouvelles pour fabriquer des BD. Donc il ne s'agit pas d'extrapoler un cas d'une bibliothèque moyenne par rapport à cette institution des références qui a les moyens, mais plutôt de voir comment on peut essayer de viser un certain esprit de faire ensemble créatif par rapport à une communauté. Les bibliothèques innovent. Vous avez la bibliothèque de Brest qui travaille avec le logiciel Prezi, qui est un logiciel qui vient de Budapest, mais qui revendique quand même 50 millions d'utilisateurs et qui est un logiciel de création vidéo. Vous avez d'autres médiathèques qui travaillent avec ISU, qui est aussi un logiciel qui permet de transformer des PDF en différentes choses ou différentes choses en vidéo. Donc ça existe. Mais encore une fois, c'est un bon exemple finalement parce que vous avez là la même problématique qu'on a posée au début, à savoir est-ce que la communication réelle va continuer ou va céder le pas à la communication numérique? Eh ben, merci à vous deux d'avoir participé, Monsieur Gustavo Gomez-Meja et Monsieur Thierry Fusalba. Donc en conclusion, on peut proposer à la bibliothèque plein de choses pour toucher une cible entre les très jeunes et les très âgés, entre guillemets, avec notamment le développement des réseaux sociaux et du YouTube. Et puis on a pu échanger sur la fin de cette heure quand même sur un petit peu le point de vue général des bibliothèques et voir un peu ce qui se fait ailleurs. Merci encore de votre participation et bonne journée sur Radio Campus.